Il y a beaucoup qui m'ont dit, hey, Keïta, tu n'as pas loupé le président. J'ai dit, mais il faut qu'on sache pour qui il roule, pour qui il travaille. Alors, le Burkina Faso a décidé de répondre à Alassane Ouattara, à Draman Ouattara, comme le dit Suleiman Bago, connaît Suleiman Bago. Le, ah non, ce gars-là, le PPACI doit lui donner l'argent, ou bien PPACI doit lui donner position. Le Babo connaît là. Non, ils sont deux, lui avec Isaac Kofi du PDCRDA, lui les PPACI. Non, en fait, je peux dire ils sont trois même, avec le jeune conscient. Mais le jeune conscient, lui, les PPACI. Mais seulement le Babo connaît là. Le gars là, il est grave. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, un homme de métier, un homme qui a l'amour véritable pour son peuple. Et c'est vrai que j'étais en train de programmer un voyage sur le Burkina. Je disais, je vais prendre un peu mon temps, c'est-à-dire j'allais me donner encore quelques mois supplémentaires, mais la ferveur du peuple burkinabé, j'ai dit ça même à quelqu'un aujourd'hui en communication, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est-à-dire je veux aller vivre la réalité au Burkina, comment le Burkina vit au rythme du capitaine. Il faut que j'aille comprendre un peu. À l'extérieur, on a une vision étriquée, pas une vision réelle. On a juste une vision simple, c'est un tout petit peu. Mais les nouvelles armes qui sont arrivées au Burkina hier, à Bobo-Dioulasso, ah, non, il fallait regarder la ferveur. Quand Ibrahim a dit, nous allons dans une autre étape de la décolonisation, nous devons nous préparer pour la guerre de haute intensité. Est-ce que les soldats ivoiriens qui passent leur temps à courir les femmes dans les quartiers, dans les maquis, est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle guerre de haute intensité? Ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Ils sont allés s'exhiber avec du petit matériel à la frontière du Burkina Faso. Mais je pense que tous les chefs d'État africains, ah oui, les Congolais, beaucoup me disent, pourquoi tu ne parles pas de la tentative de coup d'État? Ça arrive à Ouaga ce soir, ok, merci beaucoup, Savadogo, merci infiniment. Pourquoi tu ne parles pas de la tentative de coup d'État avortée ou manquée en RDC? Une trentaine de personnes envahissent le palais, on va commencer par là, puisque les Congolais m'ont beaucoup fatigué avec les messages, je vais rapidement recadrer les Congolais. Si les Congolais ne voulaient pas de leur président, c'est ce que je vous ai toujours dit, et si la population soutenait, même s'ils étaient 5 personnes, le coup d'État serait consommé. Si le peuple s'était joint à ce coup d'État-là, c'était fini pour Tshisekedi. En d'autres termes, les Congolais, ils n'ont pas fini de se saper. Ils n'ont pas fini de porter les Pierre Cardin, les Louis Vuitton, les, comment vous dites, les grandes marques, ils n'ont pas encore fini. Le Congolais, il préfère cracher, mourir de faim, mais habillé en Louis Vuitton, en Pierre Cardin. C'est ça le problème du Congolais, la sape. Ça est dans leur ADN. Et ils ont eu un président sapeur. Mobutu fut un. Le petit Kabila n'était pas réellement un grand sapeur, même s'il était, c'était en cachette, mais Mobutu c'est Seko. Et puis le président actuel, ce sont de gros sapeurs. Désiré Kabila, lui, n'était pas un sapeur, c'était un Gaoulou, c'était un maquisard. Il a pris le pouvoir, on l'a liquidé, les Américains l'ont liquidé, ils ont mis son fils à sa place. Idriss Déby, les Français l'ont liquidé, ils ont mis son fils à sa place. Voilà à quoi ressemblent nos États quand nous avons des États faibles. Alors, pourquoi le coup d'État a échoué? J'ai bien écouté mon frère Franklin Yamsi. Curieusement, ces temps-ci, j'arrive à l'écouter beaucoup avec Nathalie, ma chérie, ma soeur.
Et j'ai beaucoup apprécié pour une fois les sorties de Kémy Séba. C'est ce que moi j'attendais de lui parce qu'il était beaucoup trop généraliste. Et maintenant, je vois que Kémy Séba, il est en train de s'impliquer véritablement maintenant dans le combat parce qu'il est très fréquent au Niger. Je crois que cette semaine, même lui et Nathalie du Niger, je crois, c'est là qu'il a fait une vidéo là pour recadrer Patrice Talon. Je dis, voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'ils étaient là-bas, n'oublions pas qu'au Niger, les chefs d'État étaient là-bas, nos ministres des Affaires étrangères pour finaliser, n'est-ce pas, le document pour la création de la confédération. Et on voit encore des petits Africains qui se plaignent, qui disent, si on se limite à une confédération, le travail ne serait pas accompli, mais une fédération, ce serait beaucoup mieux. Je vais répondre à ces gens, ça ne vous en faites pas. Cela, toi, Youssouf, si c'est comment vas-tu? Alors non, le Congolais, je suis désolé, moi, je suis le capitaine Thomas Sankara. Un peuple qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Si Paul Kagame arrive avec ces petits rebelles dans le Nord Kivu à vous faire vaciller et le président aller pavaner sur les plateaux de télévision en Europe, aller quémander l'aide de la communauté internationale, si vous vous contentez d'un président pareil, s'il y a eu un coup d'État manqué, l'État s'en fout éperdument. Vous ne méritez même pas qu'on se tue pour vous, peuple congolais. Vous aimez votre président, gardez-le, conservez-le et acceptez les inconvénients qui vont avec. Vous voulez que les autres se battent à votre place? Vous voulez que la France envoie ses mercenaires, la légion étrangère venir se battre à votre place? C'est parce qu'Assimi a demandé. Lui, qui ce qu'il dit, il est dans la politique, plus, depuis que son père était opposant à Mobutu Sese Seko, il était aux côtés de son papa, dans le parti de son papa. Assimi Goïta, c'était pas le cas. Il était dans les casernes, loin de l'arène politique. Ibrahim Traoré, peut-être n'était même pas encore militaire quand lui, qui ce qu'il dit, était avec son papa pour mener l'opposition à Mobutu Sese Seko. Joseph Kabila. Donc, ce qu'il dit là, il n'est pas de la dernière pluie. Il y a bel et bien longtemps qu'il était dans la politique, puisque son père s'est opposé à Mobutu Sese Seko. Il a même été, après la conférence nationale, premier ministre de Mobutu Sese Seko. Son papa. À moins que je m'abuse. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il est étranger à ce qui se joue? Son père savait très bien, paix à son âme. Son père savait très bien ce qui se tramait à l'est de la RDC. Le papa qui sait qu'il, il savait très bien. Alors, quand le fils vient, son premier devoir, c'est de lutter pour restaurer la dignité et la souveraineté du peuple congolais. Ce que Macron le lui a rappelé la dernière fois. Il dit, mais vous n'avez pas été capable de restaurer votre légitimité, votre souveraineté. Pourquoi que c'est la France qui va venir se battre pour vous? Macron lui a posé la question. Mais alors, revenons en arrière un peu. Quand George Bush, le père, a été humilié par Saddam Hussein, et que George Bush, le fils, était, lui aussi dans l'arène politique, directeur du renseignement, la CIA, il a été. George Bush, le fils, il a été directeur de la CIA. Quand il est venu au pouvoir, il faut laver l'affront de son papa. En même temps, il faut relever la dignité de l'Amérique. Donc, une pierre deux coups. Il a fait tout pour déclarer la guerre à Saddam Hussein. Il a neutralisé, il a fait assassiner, il a détruit l'Irak. Et pendant la guerre d'Irak, l'entreprise familiale qu'il avait laissée à son petit frère, lui aussi s'appelle Bush, j'oublie son nom, la Ted Bush, je crois Ted Bush, je crois, son petit frère, qui était à la tête de la société familiale, ils se sont retrouvés parmi les trois entreprises pétrolières les plus riches aux États-Unis. Alors que quand il venait au pouvoir, il était riche qu'en millions de dollars.
Quand ils partaient, ils étaient riches à milliards de dollars. Parce que le pétrole, ils l'avaient à flot, à gogo et à moindre coût. Voilà ce que Bush a fait. Donc, il a atteint 3 objectifs. 1, il a lavé l'affront que son père a subi. 2, il a toujours Amérique devant. 3, il s'est servi lui-même, il a rempli son compte bancaire. Et c'est son petit frère qui est là. Alors, toi, tu as été même chose comme ton papa. Tu étais aux côtés de ton papa. Alors, comment tu ne peux pas comprendre la réalité qui s'est jouée? Maintenant, tu cours après les gens pour aller demander leur intervention, pour aller demander qu'on condamne le Rwanda. J'ai toujours dit que Paul Kagame était un petit voyou, mais que je respectais. Un petit voyou que j'aimais bien. Parce qu'il a su développer son pays. On peut tout dire de Paul Kagame, mais on ne dira pas qu'il n'a pas construit le Rwanda. Je suis désolé. Paul Kagame a compris le mécanisme de fonctionnement pour être un État développé. Il l'a mis en place. Et le Rwanda, aujourd'hui, même si on refuse de le reconnaître, le Rwanda est un État développé. Et le Rwanda a mis les atouts de son côté. C'est en cela que l'Union européenne est allée signer un contrat avec Paul Kagame, qui n'a pas de ressources naturelles dans son sous-sol, mais l'Union européenne a signé un contrat de milliards d'euros. C'est pourquoi il a fait tout pour manipuler la Constitution pour rester au pouvoir. Alors, revenons un peu en arrière. Le décor que je plante, ce n'est pas hors sujet. Si vous croyez que c'est un hors sujet, ce n'est pas votre place, et je le dis toujours, déconnectez-vous et puis allez écouter ailleurs. Ce n'est pas un hors sujet. Tout ce que Gate a dit, c'est bien réfléchi, bien synchronisé, bien ordonné, et ça fait un tout que tu prends, tu regardes, tu es satisfait. Ce n'est pas un hors sujet. Écoutez. L'Union européenne soutient la manipulation constitutionnelle de Paul Kagame, qui visiblement va mourir au pouvoir. Soyez-en certains. L'Union européenne a besoin de Paul Kagame pour avoir les ressources dont elle a besoin. Et de ce fait, l'Union européenne décide de fermer les yeux sur les agissements politiques du Rwanda au motif que c'est une affaire interne au Rwanda. Alassane Ouattara manipule la Constitution. L'organisation commune, la CEDEAO ferme les yeux, l'Union européenne ferme les yeux, les États-Unis, la France, tout le monde ferme les yeux pour la simple bonne raison que Alassane Ouattara rend service et à l'Union européenne, et à la France, et aux États-Unis. Donc, il peut rester au pouvoir autant qu'il veut. Alors, quelles leçons vous et moi nous devons tirer? Tant que tu fais ce qu'ils veulent, tu es le bon élève, tu peux rester au pouvoir autant que tu veux. Mais dès l'instant où tu penses à la souveraineté de ton pays, vous devenez une cible. Alors, vous allez me dire, ah mais si c'est ça, Paul Kagame a construit son pays, oui. Quand Paul Kagame construisait le Rwanda, il a coupé le pont pratiquement avec tout le monde. Il s'en fichait des critiques. C'était pas son problème. Il est sorti de beaucoup d'organisations par-ci par-là. Il a volé et pillé le Congo pour construire le Rwanda. Quand il a fini de construire le Rwanda, à ce moment-là, il a dit, je suis prêt maintenant à réintégrer les institutions sous-régionales, patati patata, et maintenant même, c'est les gens qui lui courent après. Je vous parle de l'Union européenne, mais l'Angleterre aussi a signé un accord avec Paul Kagame pour rapatrier les clandestins. Donc, croyez-vous que Paul Kagame sera critiqué un jour? Pas du tout. Mais les mêmes Américains qui signent un contrat avec Kagame, les mêmes Européens qui signent un contrat avec Kagame, savent que non seulement il est celui qui est en train de déstabiliser le Nord Kivu, l'Est de la RDC,
Ils savent aussi que c'est celui qui a verrouillé l'opposition dans son propre pays à travers un tripatouillage électoral, c'est-à-dire en manipulant la constitution pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas tout. Quand il s'agit de Vladimir Poutine, c'est un dictateur. Il fait ceci, il fait cela, mais parce qu'on a peur de la réalité. On a peur de la Russie. Donc, il faut vendre un narratif à l'opinion nationale du pays. Le narratif qui consiste à présenter Poutine comme un dictateur et un criminel à tout point de vue. Mais pendant ce temps, le même narratif ne s'applique pas ni à Paul Kagame ni à Alassane Ouattara. Mais à Vladimir Poutine, au colonel Assimi Goïta, au capitaine Traoré, au général Tiani, ça s'applique. Parce que nous avons décidé de privilégier nos intérêts d'abord. Commencez à comprendre un peu ce qui se joue maintenant par rapport à cette histoire de géopolitique. Alors donc, Tshisekedi va demander pardon pour qu'on puisse condamner le Rwanda. Un gros gaillard qui a quoi? 2, 3, 4 femmes. Il a combien de femmes? Congolais, vous êtes là? Votre président, il a combien de femmes? Un père de famille. Alors, moi, je dis toujours, la gestion d'un État, c'est comme la gestion, c'est-à-dire, c'est quand la famille, c'est-à-dire, c'est la forme minimale. Si vous êtes un bon père de famille, vous avez la gestion optimale de votre famille. Parce que vous êtes appelé, quand vous êtes président, on vous appelle père de la nation. Donc, vous êtes le père de la nation. Mais attendez. On ne dit pas vous êtes le papa. Le papa, c'est celui qui donne le spermatozoïde. C'est celui qui, après l'accouplement, un enfant naît. Lui, c'est le papa. Le père, c'est celui qui élève, qui éduque. Vous pouvez ne pas être le père biologique d'un enfant, le papa biologique, mais être le père de cet enfant. Parce que vous êtes celui qui a assisté l'enfant depuis qu'il faisait les 4 pattes, les premiers pas, les premières dents ont poussé, les premières paroles sont sorties, papa. C'est vous que l'enfant a vu parce que vous avez pris soin de cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Vous êtes son père adoptif, ou vous êtes son père biologique, ou vous êtes le père de cet enfant en même. Mais le papa, c'est le producteur de spermatozoïdes. Vous pouvez être papa sans être père, mais vous pouvez être papa et père en même temps. Quand on dit vous êtes le père de la nation, pourquoi on ne dit pas vous êtes le papa de la nation? Parce que vous n'avez pas mis le peuple au monde, ce n'est pas vous, mais vous êtes le père. En d'autres termes, vous avez le droit de les guider, de les orienter, de les aider, de veiller sur eux. Si vous avez échoué à ça, et puis on vous appelle père de la nation, c'est du bidon. Tshisekedi est supposé être le père de la nation congolaise. Mais comment le père de la famille, le père de la nation, va voir le père d'une autre nation et puis dit au père de cette nation de venir intervenir, lui, dans sa famille? C'est-à-dire, vous avez échoué, vous avez démissionné, le président congolais a échoué et il a démissionné de sa fonction de père de la nation congolaise. Est-ce que les Congolais, vous avez compris le français que Keïta vient de parler? Est-ce que vous avez compris quelque chose de ça? Oui, ne vous en faites pas. Je sais qu'au palais là-bas, je suis écouté. Il n'y a pas une présidence en Afrique où je ne suis pas écouté. Je ne m'en vante pas, mais c'est une réalité. Alors donc, Paul Kagame, il détruit l'Est pour s'enrichir et faire plaisir aux maîtres colons. Mais pendant ce temps, le Congo ne peut pas s'équiper. Voilà le Burkina. Nous avons assisté hier à l'arrivée magistrale de ces armes. J'ai dit, ouais, on sait qui est garçon. Voilà le père
de la nation burkinabé, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Malgré son jeune âge, il est le père de Burkina Faso. Pourquoi? Le père, le premier rôle du père, c'est de garantir la sécurité à ses enfants. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim est en train de faire. Garantir la sécurité au peuple de Burkina Faso à travers des moyens logistiques conséquents parce qu'il a une vision. En fonction de la vision du président, les moyens sécuritaires, la logistique sécuritaire doit être une logistique de conséquence. Ensuite, vous avez vu des petits plaisantins ivoiriens, des petits militaires, aller se parader à la frontière de Burkina Faso. Je crois que très bientôt, quand des armes, des lance-missiles, quand des blindés seront positionnés, postés à cette frontière, on verra s'ils auront le culot de venir se pavaner comme ils l'ont fait devant le petit BDP. Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara, il cherche un moyen pour justifier son 4e mandat. La France a donné son OK, soyez certains. Les Américains ont décidé de fermer les yeux. C'est pas notre affaire. Mais ils ont la grande gueule de venir dans nos pays, demander à nos premiers ministres, demander à nos ministres des Affaires étrangères de leur parler de notre chronologie, c'est-à-dire le programme de la transition. Quand est-ce que notre transition va prendre fin? OK. Donc, merci au capitaine Ibrahim Traoré qui a doté le Burkina Faso. Il n'a pas fini. Qui est en train, c'est l'expression juste, il est en train de doter son pays en sa qualité de père de la nation, le père souverain et le chef suprême des armées. Vous avez vu que le Burkina est resté silencieux face à la provocation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a fait dans l'intention de peut-être pousser le Burkina à parler ou à agir. Est-ce que Alassane Ouattara connaît le capitaine Traoré? Est-ce qu'il connaît le capitaine? Je ne crois pas qu'il connaisse le capitaine. Alors le capitaine a envoyé un message. Le silence menaçant et glacial des autorités burkinabées. La Côte d'Ivoire, dans cette Ivoire, on a fait tout, mais ils sont restés silencieux. Et en lieu et place du bavardage, du verbiage creux inutile, sans foi, sans fondement, sans substance, le peuple du Burkina Faso a eu droit à l'exhibition des dernières acquisitions de matériel roulant de guerre. Le peuple du Burkina a vu de Bobo Dioulasso à Ouagadougou. Vous avez pu apprécier où votre argent s'en va. Les enfants disent, nous voulons soutenir notre papa pour qu'il veille sur la famille. Et les enfants mettent l'argent ensemble, ils donnent au papa. Et le papa, au lieu de cela, il va dans les maquis, dans les bars, dans les bordels, et puis il dilapide de l'argent. Quand il pleut, l'eau coule partout. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, le sanitaire, c'est du n'importe quoi, les gens mangent mal. Est-ce que lui, il est digne d'être appelé père? Non, il est indigne d'être appelé père, parce qu'il aura échoué. Mais un père à qui les enfants mettent des petits, chacun apporte sa petite contribution, et puis il apporte quelque chose, les enfants même me regardent et disent, waouh, ça là, et puis tape leur poitrine, voilà notre papa. Moi, je me souviens, enfin, souvent j'aime bien quand je le regarde par moi, je ris, ça me rappelle une époque aussi de ma vie. Vous savez, les enfants nous rappellent toujours notre propre enfance. Et quand je vois souvent Gapsou, ouais, souvent il dit des mots, ça fait rire. Ouais, des fois j'ai le et puis il parle comme ça. Oui, et puis souvent quand il est énervé, et puis c'est que papa là le fatigué, bon, il est obligé de parler la langue que nous ne combattons pas la langue, mais nous combattons les dirigeants français. Donc, maintenant il va commencer à chauffer. On dit, Gapsou, pardon, français là, comme doucement, parce que quand lui parle, c'est grave. Il commence à rouler les airs, on dirait. Et là, ça fait plaisir. Vous entendez, ça fait plaisir. Alors, c'est la même chose. Même 1000 ans après, qu'est-ce qu'on retiendra d'Alassane Ouattara?
Qu'est-ce qu'on retiendra de Philippe Tshisekedi? Qu'est-ce qu'on retiendra d'Assimi Goïta, du capitaine Traoré, du général Tchani? Aujourd'hui, au Mali, la France a trouvé un autre moyen. C'est en cela que je voudrais, une fois de plus, interpeller nos autorités sur le manque d'une véritable politique de communication qui risque d'être dommageable pour certains de nos responsables ou pour certaines institutions. Depuis un certain temps, j'ai observé les gens qui écrivent ces lignes-là, je ne crois pas que ces gens-là résident au Mali. Soit c'est le compte fictif animé par ceux qui sont payés par la France, c'est-à-dire les valets locaux et puis les esclaves des salons, les Alassane Ouattara, les Patrice Talon et autres, ou du moins le Quai d'Orsay, qui ont installé des bureaux avec des faux noms, des faux profils, des faux comptes. Et puis, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont sorti sur notre ministre, je n'en parlerai même pas, le ministre Abdoulaye Maïga, parce que ça n'en vaut pas la peine. Parce que si vous parlez de ça, vous allez faire la promotion. Souvent, ils font exprès. Et puis, ils envoient des informations bidons. Et si vous croyez, vous venez dans la nervosité, dans l'émotion, comme on dit, le nègre est émotif et émotionnel, émotion. Donc, souvent, ils envoient des articles dans l'objectif de pousser, surtout des personnes comme Keïta. Quand il va voir ça, automatiquement, il va. Parce que moi, quand je vois quelque chose, je fais une confidence. Je reste là à méditer avec moi-même. Et puis, tout de suite, je reçois comme une sorte d'instruction, ça n'en vaut pas la peine, laisse tomber, c'est pas important. Tu as des combats plus importants que ça. N'en parle même pas. Alors, quand mon esprit me conseille comme ça, là, je perds même pas le temps, j'avance. Donc, ils ont actuellement mandaté des gens qui se disent journalistes, vrai ou faux, je ne sais pas, des faux comptes. Et ils ont commencé à s'attaquer au CNT au Mali, au ministre Abdoulaye Maïga. On veut le salir. Quand je dis que nous devons avoir une communication robuste pour répondre, ça c'est une des... Pas forcément répondre à ces bêtises-là, mais quand vous construisez une communication digne de ce nom, qui aura le temps d'aller lire des bêtises pareilles? Les gens n'auront même pas le temps, mais c'est à défaut d'avoir, parce que l'homme est assoiffé d'informations. L'information, c'est comme la nourriture de l'âme. C'est comme vous, quand vous, le corps a besoin de nourriture, l'âme a besoin d'informations. La parole est la nourriture de l'âme. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les informations, que ce soit, en tout cas, l'âme a besoin de ça. L'esprit a besoin de ça pour vivre, pour se mouvoir, pour cogiter, pour réfléchir. Là, l'esprit a besoin d'être en constance, en permanence. Si on ne c'est pourquoi ces idiots-là, ils ont compris cela et ils investissent énormément en communication pour éviter que l'esprit qui a besoin de se nourrir n'aille se nourrir de microbes ou de poisons. En d'autres termes, ces genres de communication, ce sont des microbes, ce sont des poisons. Et c'est ça, quand ça commence à noircir l'âme, la frustration naît, la contestation, l'émotion, et on commence, dans le faux, on commence à s'attaquer bêtement aux autorités. Quand je dis, il faut construire une communication, parce qu'on a besoin de ça. La nature a horreur du vide. Le manque de communication permet à ces idiots, parce qu'ils sont passés par tous les moyens, ils ont échoué. Maintenant, il faut commencer à intoxiquer. C'est ce qu'il faut. Mais il y a un organe malien, et là, moi, je voudrais demander aux autorités de suivre de près.
la haute autorité de la communication, de suivre de près le jour, je ne sais pas si c'est un journal, quoi, bambada.net. Voilà, je crois, bambada.net, qu'ils suivent bambada.net. Je ne sais pas s'ils sont basés au Mali, je ne sais pas où est le siège, mais c'est un organe en ligne qui doit être suivi de près par la haute autorité de la communication. Ils sont très dangereux, bambada.net. Ils sont très, très dangereux. Et c'est eux qui diffusent la plupart du temps des informations mensongères sur nos autorités. J'espère que la haute autorité va jouer pleinement son rôle et puis suivre bambada.net là pour voir ce qui se passe à leur niveau. Quand Keïta parle de communication, c'est de tout ça qu'il parle. C'est de tout ça. Regardez, je vous donne un autre exemple. Les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés au Niger. L'acte fondateur, le pacte fondateur de la Confédération des États du Sahel a été validé par les ministres des Affaires étrangères. Il ne reste que les présidents pour signer. Il doit y avoir un mini-sommet des présidents, des 3 présidents pour signer. Mais est-ce que vous avez vu des débats dans nos télévisions nationales? Peut-être que vous avez vu, mais je n'ai pas vu. Je ne peux pas parler du Niger, je ne peux pas parler du Burkina. Mais au Mali, ici, là, vous avez vu des débats là-dessus, je n'en ai pas vu. Quand je dis que le directeur de l'ERTM là doit être chassé de l'ERTM, quand je dis que le directeur de l'ERTM doit être viré de l'ERTM, quand je dis le directeur de l'ERTM n'est pas l'homme qu'il faut là-bas, là, il faut l'enlever. Voilà ça. Le directeur d'une institution, d'un organe de communication étatique doit être informé de tout ce qui se passe au sommet de l'État. À tel point que il doit demander au directeur des programmes qu'est-ce que tu as pris. Parce que la création de l'AES, le directeur de l'ERTM devait demander au directeur des programmes, écoute, bientôt il y aura une confédération. Donc, mais un programme qui prend en compte la création de l'AES, il faut qu'il y ait des débats animés pour que la population soit bien informée dans les 2 langues, en français et en bambara. Est-ce qu'il a fait? Il ne peut même pas réfléchir à ça parce que leur compétence, leur intellect n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ils ne font pas de gymnastique intellectuelle pour comprendre. Et là, je suis assis là, dans mon petit fauteuil, c'est des choses. Moi, le directeur des programmes de l'ERTM, je jure au nom de Dieu, ministre ou directeur de l'ERTM, il y a longtemps, je demandais sa démission. Ministre, il y a le directeur de l'ERTM, le directeur des programmes, il y a les deux. Je les chasse directement de cette... Parce qu'on ne voit pas leur place, on ne voit pas leur rôle. Qu'est-ce qu'ils jouent? Alors, on est en train de s'attaquer à nos ministres. Ça, c'est au niveau de la justice, je ne vais pas trop en parler. Mais pour que les gens aillent lire du n'importe quoi, je vous ai dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Quand vous ne communiquez pas, les gens vont partout s'abreuver. Alors donc, le capitaine Ibrahim a répondu à la Côte d'Ivoire. Le capitaine Ibrahim a répondu à Alassane Ouattara. Le capitaine Ibrahim a répondu aux médiocres ministres d'État, criminels, voleurs, assassins, pingres, Ténébrema. Ce n'est pas Keïta qui dit que Ténébrema est un criminel, un assassin et un pingre. Il a été démontré que c'est lui qui a assassiné Ahmed Bagayoko. C'est lui qui a fait assassiner, aujourd'hui, là, il y a combien d'officiers ou sous-officiers de l'armée ivoirienne, probablement qui ont été liquidés. Qui à la base, c'est Ténébrema. Qui dirige le commando criminel qui est logé à l'hôtel Sibroko, c'est Ténébrema. C'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde sait que les forces spéciales du président Alassane Ouattara, qui constituent véritablement les encagoulés criminels d'Alassane Ouattara, ils sont gérés par qui? Par Ténébrema. Je ne dis rien de nouveau ici. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Alors, donc, je vous ai dit hier que pour qu'une décision de déploiement de troupes à une frontière soit prise, le chef suprême des armées donne l'ordre, le Conseil national de sécurité valide la décision du président, le ministre des forces armées est saisi, le chef d'état-major des forces armées est saisi et
le commandant des opérations terrestres est saisi. Voilà comment ça fonctionne. Voilà la hiérarchie du commandement. Donc, c'est à tous ceux-là qu'Ibrahim a répondu. Il n'a pas parlé. Il a dit au peuple de Burkina Faso, la souffrance, par la grâce de Dieu, bientôt c'est terminé. Les armes qu'ils ont envoyées. Et c'est là que je voulais en venir. Quand la Côte d'Ivoire vient exhiber des armes en carton, les blindés, on a vu là, c'est en carton encore. Et je vous invite à aller regarder l'exposition de ces mêmes véhicules vendus à la Côte d'Ivoire que l'OTAN a donné à l'Ukraine. Rentrez dans Google, YouTube, exposition des voitures de l'OTAN en Russie. Vous allez les regarder. Des voitures qui sont supposément blindées comme que des balles ne peuvent pas pénétrer. Allez-y regarder ces voitures-là en Russie. À 2 semaines, 3 semaines de la fête de la victoire de la Grande Guerre, la guerre patriotique, Poutine a exposé ce qu'on appelle les trophées de guerre de l'OTAN. Il y en a même qui n'ont jamais été touchés. Les gens sont descendus tellement c'était chaud autour d'eux, ils ont abandonné des véhicules blindés. Ils en sont descendus, ils ont fui. Il y en a, on a bombardé des véhicules qu'on dit qu'on peut rien faire, des véhicules qu'on a dit vont changer la donne sur le terrain. La Russie les a neutralisés. Ah, ce sont ces armes-là que Ibrahim allait acheter, les armes de la Russie. Parce que la puissance de feu d'Ibrahim, face au carton de blindés d'Alassane Ouattara, peuple de Côte d'Ivoire, priez Dieu que ça n'arrive jamais. Sinon, le scénario de l'Ukraine, là, vous allez vivre ça. Pas dans la destruction de la Côte d'Ivoire, mais comment on va chiffonner vos blindés. Comment on va les allumer et puis les prendre et présenter devant vous. Voilà les blindés qu'on vous a détourné l'argent pour acheter là. Ce sont les mêmes blindés de la France, des Américains, des Anglais, des Allemands qui sont aujourd'hui exposés à la place rouge à Moscou. Mais les armes que nous avons ici, là, ce sont les mêmes armes qui ont détruit ces armes de l'OTAN qui sont exposées en Russie. Donc quand Ouattara prend ces armes en carton, là, ces blindés de carton, là, et puis il va se promener à la frontière du Burkina Faso, peuple de Burkina Faso, peuple intègre, peuple de Thomas Sankara, peuple de Béyanzin, peuple de capitaine Traoré, peuple du Boronaba, ce que Ibrahim a acheté là, si les soldats ivoiriens sont garçons, ils n'ont qu'à utiliser les blindés de carton qu'ils sont. Au moins les Ukrainiens, ils ont eu la chance. Eux, ils ont fui. Parce qu'il y a des blindés même qu'ils ont exposés, ça ils ont, les gens même sont, je sais pas, j'ai pas envie c'était compliqué. Donc, les armes que nous utilisons, ce sont des armes de dernière génération. Ce sont des armes qui ont fait leur preuve sur le terrain. En Syrie et en Ukraine. Ce sont ces mêmes armes que nous achetons. Ce sont les mêmes blindés que nous achetons. Les blindés qui sont en train de détruire les chars Abrams, les léopards, les canons César. Ce sont ces blindés que nous avons dans nos pays, qui n'ont rien à voir avec les blindés de carton. Parce que je vais vous dire une autre chose encore pour vous rassurer. Quand les Africains vont acheter les armes avec les pays occidentaux, le premier ministre Choguel Kokala Maïga, Dieu merci, il l'a développé. Le président Assimi Goïta l'a développé. Le président Ibrahim Traoré l'a développé. Et le premier ministre Lamine Zen en a parlé aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand vous allez acheter les armes chez eux, il y a trop de tracasseries, trop de tournures, trop de complications. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas tout. Les armes qu'ils vous présentent, quand vous passez votre commande, ce n'est pas comme vous allez au marché, vous regardez la tomate qui est là, tu dis, ah, madame, tomate, il est d'accord, ou bien vous allez, vous voulez acheter une voiture, vous allez la voiture arrêter là, vous achetez la voiture. Non, c'est pas comme ça. Vous passez les commandes et ils fabriquent pour vous. Donc, dans la fabrication, je vous en prie, écoutez très bien. Le premier ministre Choguel l'a dit, le capitaine Traoré l'a dit, Lamine Zen l'a dit, tous l'ont dit.
quand vous achetez un hélico avec eux, il y a plein de choses qu'ils enlèvent dans l'hélico. C'est-à-dire, l'hélico que l'armée française utilise, on va vous présenter le même hélicoptère, vous allez acheter au même prix. Mais, ils vont enlever plein de détails dedans. Ça, c'est les Américains qui existent. Alors, quand vous achetez un hélicoptère, on vous dit d'enlever les caméras infrarouges. Il y a l'hélicoptère, il y a des hélicoptères, surtout les hélicoptères d'aujourd'hui, ils prennent des bombes, des missiles, des lance-roquettes, il y a tout dedans. Mais quand vous achetez, les gens vous vendent un hélicoptère simple. Ce n'est pas tout. On vous fait croire que les hélicoptères sont blindés. Mais en réalité, les hélicoptères ne sont pas blindés. Le sergent-chef, Damien, le premier Français qui a été tué lors de l'opération des Français en 2012 ou 2013, je ne sais pas là, quand ils ont décollé de leur base militaire de N'Djamena, ils venaient intervenir les terroristes là, au Mali, dans le nord du Mali. Ils ont frappé l'hélico, la balle a pris le gars. Donc, alors que les hélicos qu'on construit aujourd'hui, ce sont des hélicos qui supportent les impacts de balles. Vous pouvez tirer, mais les balles ne peuvent pas pénétrer l'hélico. Bon, d'accord, si vous êtes garçon, prenez l'hélicoptère de Côte d'Ivoire, mettez une balle dedans, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, les hélicos qu'ils vendent, ils vont vous dire, oui, ce sont les mêmes caractéristiques, mais dans la conception, si par exemple on dit qu'il faut 100% par exemple d'acier, si c'est pour les Africains, au lieu de 100% d'acier qu'ils doivent mettre dans le moule pour sortir la forme de l'hélico, ils vont mettre 20% d'acier. Et puis le reste, ils vont faire ça avec aluminium. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose là? Je vois pas les pouces bleus là, je vois pas les trucs. Parce que ce que je suis en train de vous dire, tous les spécialistes militaires vont vous confirmer ça. Les hélicoptères que nous avons n'ont rien à voir avec les hélicoptères qu'ils sont en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal. Ça n'a rien à voir avec. Sinon, pourquoi le Niger est en train de renouveler son arsenal militaire, alors que toutes les forces de l'OTAN étaient au Niger, y compris les Américains. Donc, les hélicos que nous vendent, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques que les hélicos que eux-mêmes ils pilotent sur les terres d'opération. Au lieu de 100% d'acier, on nous vend les hélicos avec 20-30% d'acier, le reste on mélange avec de l'aluminium et puis du carton. Voilà les hélicos qu'on nous vend. Voilà les blindés qu'on nous vend. Et eux-mêmes encore, leur armée, quand ils vantent, quand le constructeur vante les mérites des chars, des blindés, impacte ceci, cela, les démonstrations, les gens. Mais quand la chaîne de production commence, quand la production de masse commence, ils font de la rétention. C'est-à-dire, au lieu de faire de 200% acier, le constructeur, il fait 150% ou 100% d'acier au lieu de 200%. C'est ce à quoi on a assisté en Russie. C'est pourquoi la Russie les a récupérés pour les étudier. Et c'est ça qui fait mal à ces gens-là. Parce que la Russie a récupéré et la Russie est en train de les étudier. Les blindés, les chars, il y a plein, même le système de communication. La Russie a récupéré beaucoup. Il y en a qui ont présenté, il y en a qui n'ont pas présenté. Mais quand vous regardez les chars, les blindés, avec les impacts de balles, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec cette propagande, cette publicité inutile et mensongère qu'on nous a vendue. Donc, les blindés du Burkina n'ont rien à voir avec les blindés de la Côte d'Ivoire. Les blindés du Mali, du Niger, n'ont rien à voir avec les blindés de la Ouattara. Je vous jure au nom de Dieu. Si on envoie un seul coup de canon sur un blindé ivoirien, Ama Djenzé, les Français, ce sont les premiers menteurs. Ce que vous voyez là, c'est peint, c'est joli, ils passent devant nous. Pour vous là, pour nous tous, ah non, ça c'est du costaud, c'est du palais, c'est fouille, c'est papier. C'est aluminium, mélangé avec acier.
Alors qu'on dit qu'il faut 200% d'acier, pas d'aluminium, ils vont faire le mélange de tout, aluminium, carton, et puis fer. Et puis un peu d'acier, ils mélangent tout, et puis ils viennent d'arrêter devant vous. On dit c'est blindé. Mais il faut mettre un seul coup de canon. Si vous voyez que les Ukrainiens sont en train de perdre, c'est quoi? Parce que les gens aujourd'hui, ça a créé une situation dans ces pays-là. Hein. Pour le moment, la situation n'a pas été mise sur la table, mais il y a beaucoup de journalistes d'investigation qui sont en train de suivre de près le dossier qu'ils sont en train de développer avec vous. Parce que les gens, les ministres concernés ont remonté l'information. Comment la Russie arrive-t-elle à détruire nos blindés que vous avez dit qu'ils sont impénétrables? Aujourd'hui, les gens sont humiliés. Pour le moment, ça n'a pas encore fait de vague. Mais quand on va s'acheminer vers la capitulation de l'Ukraine, tous ces dossiers cachés qu'ils ont mis en bas là, ça va sortir. Faites-moi confiance. Le Congrès américain va faire sortir ça. Le Sénat va faire sortir. Les autres pays européens, ils vont appeler les constructeurs à devenir se justifier. Mais pour le moment, s'ils le font, cela va jouer sérieusement sur le moral des troupes en Ukraine. Et cela va jouer sur leur crédibilité dans cette guerre. C'est pourquoi ces pays-là ne peuvent pas nous apprendre ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Ils ne peuvent pas nous apprendre ce qu'on appelle l'éthique dans la gestion politique d'un État. Ce sont les premiers menteurs et manipulateurs. Parce que l'hélico que vous achetez, le système de navigation, le pays qui construit l'hélico n'est pas le pays qui vous vend le système de navigation. Le pays qui construit l'hélico, il va acheter le système de navigation avec les Américains. Après, il va, le système de boîte noire, il va acheter ça avec les Français. Le système de GPS, il va acheter ça avec les Anglais. Donc, pour construire un hélicoptère, ils vont acheter les pièces là avec au moins 5 pays. Ne croyez pas que quand on passe la commande d'hélicoptère à la France, là, que c'est la France seule qui fait tout, c'est faux. Il y a des hélicos, le moteur qui est dedans, ce sont des moteurs Rolls-Royce. La France ne fait pas des moteurs Rolls-Royce. Ou des moteurs BMW, la France ne fait pas moteur BMW. Vous allez trouver que pour les avions, il y a cette collaboration entre les États. Vous croyez que même les Boeing, les moteurs des Boeing, là, vous croyez que c'est... Non, ce sont des moteurs Rolls-Royce que Boeing utilise. Le système de navigation, le système GPS, vous croyez que Boeing, ils achètent ça avec les gens? C'est comme ça. Celui qui construit un avion, un hélico, un blindé, vous croyez que c'est lui seul qui s'assoit et puis développe toute la technologie? Vous n'avez pas vu, pendant cette guerre d'Ukraine là, on dit, ah, on va empêcher la Russie d'avoir les microprocesseurs, tous ces autres là. On va empêcher la Chine de vendre certaines... Mais attention, aujourd'hui, la Russie est obligée de développer. La Russie est en train de développer en recrutant. Ça veut dire quoi? La Russie a recruté beaucoup d'Occidentaux, y compris les Américains, qui se sont expatriés en Russie, avec des salaires alléchants et qui travaillent pour eux là-bas. Et ils sont en train de développer leur propre système de navigation, microprocesseurs, tout ce que vous voulez. De sorte que, aujourd'hui, les Chinois ont conçu leur propre avion 100% chinois. Il n'y a pas un seul élément qui est venu de l'Europe. La Russie aussi vient de finir son premier avion. Bon, véritablement, il construisait des avions, mais en collaboration avec les États européens et américains. Mais aujourd'hui, après la guerre de l'opération, après le lancement, de l'opération spéciale, la Russie a sorti son premier avion 100% russe. C'est-à-dire, rien dans l'avion n'est venu d'ailleurs. 100% Russie. La Chine, c'est la même chose, 100% Chine. Et aujourd'hui, qui perd? Ce sont ces pays-là qui perdent parce que c'était des marchés. Et je n'ai pas fini, je continue toujours. Les États-Unis, toujours les États-Unis. Les grands donneurs de leçons, démocratie, papocratie, biocratie, mangécratie, du n'importe quoi. Voilà ce que font les Américains dans le dos de l'Europe. Je vous invite, vous pouvez aller regarder Télé Sud. Il y a une page là, c'est Télé Sud. Allez sur Télé Sud
posez la question Télé-Sud, les Américains ont levé les sanctions économiques à la Russie. Vous allez suivre l'intervention. Les Américains se sont cachés dans le dos des Occidentaux et ils ont levé les sanctions sur les banques. Je crois qu'il y a 2 ou 3 banques russes, ils ont levé les sanctions. Pourquoi? Parce que les Américains n'ont plus accès aux hydrocarbures. Les Américains ont un problème avec le gaz liquéfié, le pétrole. L'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, tout ce que vous connaissez, n'arrive plus à satisfaire les besoins des Américains. Et ils se sont tournés vers la Russie. La Russie dit, on ne peut pas travailler avec vous, vous devez lever toutes les sanctions sur nos banques. Donc les Américains ont pris la décision. Le département d'État, le Trésor américain, ils ont levé toutes les restrictions sur les banques russes jusqu'au mois de novembre 2024. Pendant ce temps, est-ce que vous avez entendu un seul dirigeant européen parler? Personne. Mais les Américains, aujourd'hui, commercent avec la Russie. Vous croyez que les Américains veulent la chute de la Russie? Ils ne veulent pas. Ils ont encouragé, soutenu cette guerre pour affaiblir l'Europe. Donc, Poutine est en train de rendre service aux États-Unis. Pourquoi, Keïta, tu dis toutes ces choses-là? Quel est le rapport avec la Confédération de l'AES? Quand vous maîtrisez la politique internationale, la géopolitique mondiale, vous serez mieux aguerri, mieux formé, mieux informé, mieux préparé à gérer votre propre situation chez vous. Est-ce que vous croyez que nous allons tomber dans les mêmes pièges que l'Europe aujourd'hui? Pas du tout. Les Américains ont compris, l'âge d'or des États-Unis est en train de prendre fin. Le règne américain est en train de prendre fin. L'Amérique a atteint un sommet, le sommet de sa gloire, et l'Amérique est en train de chuter. Tous les observateurs américains se sont dit, il faut trouver un plan d'urgence, sinon c'est fini pour nous. Alors, avec l'éveil des consciences en Afrique noire, c'est compliqué, on ne peut pas. Donc, les Américains, ils poussaient l'Ukraine et ils poussaient les Européens. Pendant que l'Allemagne et la France étaient les garants de l'accord de Minsk, les accords de Minsk, ils ont dit qu'ils l'ont fait dans l'intention de permettre à l'Ukraine de se préparer pour mieux attaquer la Russie. Et comme Vladimir Poutine a un service de renseignement, le FSB, bien informé, bien renseigné, et que l'Ukraine se donnait chaque fois le luxe de bombarder les régions séparatistes, après avoir recoupé les informations, Poutine a senti qu'il voulait faire, donc automatiquement Poutine a anticipé sur l'action de l'Ukraine. C'est ainsi que les Américains ont poussé les Occidentaux à soutenir sans condition cette guerre. Et bêtes qu'ils sont, ils se sont livrés. Les Américains croyant pouvoir faire une pierre deux coups, affaiblir la Russie, affaiblir l'Europe et rester au top de sa forme. Malheureusement, pendant que Poutine était en train de s'équiper, moderniser son armement, Poutine était en train de préparer tous les scénarios possibles en cas d'attaque sur l'Ukraine. Et vous avez vu, il a fait le jeu, ça n'a duré que quelques mois. Il y a des gens, moi j'ai une amie qui est venue il n'y a pas longtemps de la Russie, il dit, mais Keïta, tu vas en Russie, et puis on te dit, il y a la guerre, tu as dit, c'est faux, ils ne sont pas en guerre. Il dit, mais tout ce qu'on nous a dit de la Russie, là, c'est faux. Il dit, mais il faut aller en Russie pour voir comment Poutine a construit ce pays, comment la Russie est développée aujourd'hui. Il faut aller pour voir, pour te rendre compte de la réalité en Russie. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent rien aujourd'hui.
C'est eux qui sont en train de délocaliser leurs entreprises pour aller vers les États-Unis. Donc les Américains, quelque part, ont reçu leur pari. Ils ont affaibli l'Europe. Mais là où ils croyaient pouvoir affaiblir la Russie, là ils ont tapé poteau. Il y a un deuxième ordre mondial qui est né. La Russie est devenue une puissance économique. La Chine est devenue une puissance économique. Les BRICS sont devenus plus forts qu'auparavant. Et l'Afrique dans le Sahel échappe aujourd'hui au contrôle du monde capital occidental. Donc, le capitaine a équipé le Burkina d'armes utiles pour mener la guerre de haute intensité. Il a dit, détrompez-vous, s'ils ne viennent pas eux-mêmes, ils vont envoyer les valets locaux. Est-ce que le capitaine n'a pas été ici un prophète? Pas un prophète de Dieu, mais un prophète qui a vu venir quelque chose contre son peuple. Il dit, les valets locaux, les esclaves de salon, seront utilisés contre nous. Il dit, eh bien, nous serons prêts et nous allons les accueillir. Peuple de Burkina Faso, soyez fiers de votre président. Soyez honorés de cet homme-là. Parce que les équipements qu'il a envoyés, il a dit ce n'est pas fini parce qu'il a dit, une phrase que j'ai retenue. Il dit jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, on va continuer tous les jours que Dieu fait à acheter du matériel jusqu'à ce qu'on sécurise notre pays, jusqu'à ce qu'on soit fort. Parce qu'il a dit, attention, nous allons faire quelque chose. Nous ne voulons pas être un État faible. Nous allons être un État fort et nous allons mettre les moyens pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et le Burkina, le Mali, le Niger, aujourd'hui, quand le Burkina s'équipe, nous, on est content. Parce que ce sont les trois armées qui vont travailler ensemble. Le Mali continue d'acquérir du matériel, le Niger continue d'acquérir du matériel, le Burkina continue d'acquérir du matériel. C'est le Burkina qui avait pris un petit retard, ça se comprend. Puisqu'on a menti tellement au Burkina qu'on a fait croire au Burkina qu'il n'y a pas de possibilité. Et aujourd'hui, le capitaine dit, nous serons autosuffisants à tous les niveaux. Au niveau alimentaire, au niveau sécuritaire. Et nous voulons être un État développé. Évidemment, l'AES aujourd'hui sera cette plateforme. La banque de l'AES sera plus puissante que la banque de la CEDEAO. Donc, au président Faye, qu'il se réveille. Qu'il se réveille. Nous, on ne sait pas pour qui il roule. Et je remercie Dieu, après mon intervention d'hier, c'est comme si j'avais jeté l'huile sur le feu. Tout le monde est en train d'allumer Faye de tous les côtés. Tout le monde est en train de le frapper, surtout mon frère Franklin. Tout le monde est en train de le recadrer parce qu'il est en train de faire fausse route. Il est en train de faire fausse route. Il faut qu'il se ressaisisse. Alors, la team, il faut qu'on se dise les choses clairement après cette vidéo de Cheikh Oumar que vous venez de voir, qui nous parle ici de la montée en puissance du Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara pense qu'il peut attaquer les Burkinabés comme il souhaite, c'est-à-dire que ces soldats peuvent entrer comme ils souhaitent, traverser la frontière, entrer, faire ce qu'ils ont envie de faire. Et vous avez vu dernièrement un jeune VDP qui a décidé de les empêcher de traverser, de les empêcher d'avancer, et qui a même filmé, qui a parlé. Donc, au Burkina aujourd'hui, il est clair que les ordres d'Alassane Dramane Ouattara sont très mal prises. Il est clair que celui-ci n'est plus la bienvenue via ses soldats au Burkina sans demander l'autorisation du président de la République ou même du ministre de la Défense. Voyez-vous, le capitaine Ibé avait vraiment signalé que le Burkina devait entrer dans une autre, c'est-à-dire dans une autre forme de la guerre pour la lutte pour la souveraineté de l'État. Vous savez, quand les États-Unis d'Amérique ont appelé les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien et dit que les terroristes sont à leur porte, c'était en réalité une sonnette d'alarme pour dire, vous savez, le peuple burkinabé est en train de se libérer des terroristes. Donc il faut déjà que vous-même vous vous mettez en rang serré pour empêcher que cela soit fait. Alassane Ouattara a fait toutes ces démarches.
Il est parti au Burkina, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais quelques temps après, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte armée qui était en train de se mobiliser pour intervenir, n'est-ce pas, dans le Burkina. Ça veut dire qu'ils ont traversé la frontière, ils sont partis intervenir dans le Burkina. Mais qui vous a donné l'ordre? Qui vous a donné l'autorisation? Qui vous a permis? Et dernièrement, nous avons tous vu que les Burkinabés étaient en train de réceptionner des armements lourds. Lourds. J'ai toujours dit ici que pour être souverain, il nous faut des armes lourdes. Au mieux, il nous faut fabriquer nos propres armes. Vous ne pouvez pas atteindre, c'est-à-dire toute votre souveraineté, si vous ne pouvez pas fabriquer vos armes comme la Corée du Nord, comme les États-Unis eux-mêmes, comme la Chine, comme la Russie. C'est parce que toutes ces puissances-là fabriquent leurs propres armes qu'elles ont pu atteindre le niveau où elles sont. Non seulement il nous faut des armes lourdes, mais il nous faut nous préparer à pouvoir les fabriquer nous-mêmes. Il nous faut être souverain au niveau de notre monnaie. Parce que c'est quand même l'une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante. Il nous faut nous préparer pour avoir notre monnaie nous-mêmes. Et pour ne plus louer la monnaie que quelqu'un d'autre fabrique depuis son propre continent ou bien son propre pays. Et il nous la loue seulement et nous on la prend. Pour la changer, pour acheter quoi que ce soit, on a besoin de passer par lui. Nous avons toujours besoin d'avoir son aval, sinon nous ne sommes rien. Il nous faut donc être indépendants sur ce genre de fête-là. Il nous faut revoir tous les accords postcoloniaux et coloniaux. Nous devons les changer, soit à notre avantage, soit pour qu'elles soient faites de manière équitable. Nous devons clairement prendre nos responsabilités pour ne plus toujours être ceux qui sont là en train d'accuser les forces extérieures, mais pouvoir reconnaître à un moment donné que si nous sommes encore en tort, c'est par nos propres fautes. Aujourd'hui, il y a un leadership au Burkina, au Mali, au Niger. Si tous les autres États se mettaient à rang serré, je pense que le colonialisme devait être totalement derrière nous et notre continent devait être un continent finalement souverain, ce qui n'est pas le cas jusqu'à ce jour. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça, on se voit pour une autre vidéo.